Une jeune femme modeste a fait irruption dans la salle de réunion et a révélé le secret qui pourrait sauver l'empire commercial de l'effondrement. Dans une salle au 22e étage, Richard Delcourt, 58 ans, regardait d'un air désolé les chiffres rouges projetés sur l'écran. Ses cheveux grisonnants trahissaient le stress accumulé ces derniers mois. L'entreprise fondée par son père était au bord de l'effondrement financier après 3 trimestres consécutifs de pertes. Que messieurs, nous avons besoin d'une solution radicale ou nous devrons déclarer faillite dans 60 jours, annonça Richard aux 5 directeurs présents à la réunion. Claire Vernet, directrice financière de 45 ans, ajusta ses lunettes à monture, coûteuses, et répondit froidement « Il est peut-être temps d'accepter l'offre d'achat du groupe Moreau. Ils ont proposé 30% de la valeur marchande d'il y a 2 ans. C'est peu, mais mieux que rien. » C'est à ce moment que la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. Tous les regards se tournèrent vers la jeune femme de 24 ans, à la peau mate, aux cheveux bouclés attachés en un chignon improvisé et au regard déterminé. Le garde de sécurité apparut juste derrière elle, visiblement embarrassé. « Excusez-moi, monsieur Delcourt, elle a dit qu'elle était votre nièce et elle est passée par la réception avant que nous puissions vérifier. »« Je n'ai pas de nièce... »« Oncle !» dit la jeune fille d'une voix ferme, profitant de la confusion momentanée. « Je sais comment sauver votre entreprise. » Le silence qui suivit fut embarrassant. Richard fronça les sourcils, irrité par cette intrusion. Claire esquissa un sourire méprisant. Les autres cadres échangèrent des regards incrédules. « Faites sortir cette fille !» ordonna Richard, faisant un geste au garde de sécurité. « S'il vous plaît, donnez-moi juste 5 minutes », insista la jeune fille nommée Louise, tandis que le garde lui tenait le bras. « Je suis la fille de Thérèse Martin. Elle a travaillé ici pendant 15 ans au service marketing. » Le nom figea. Richard. Son expression changea complètement. Thérèse, la fille de Thérèse. Il fit signe au garde de la lâcher. « Laissez-la parler. » Claire protesta immédiatement. « Richard, nous n'avons pas de temps pour ça. Nous sommes en pleine réunion cruciale. » Mais Richard s'était déjà levé et avait indiqué une chaise vide à Louise. « 5 minutes, dit-il, regardant fixement la jeune femme. Louise ne perdit pas une seconde. Elle ouvrit sa pochette et commença à disposer des papiers sur la table de réunion, montrant des graphiques et des tableaux. Vous perdez 42% des clients après le premier achat. La fidélisation est proche de 0. Le problème ne vient pas des produits, qui sont excellents, mais de l'expérience client et du positionnement de la marque. Elle pointa un graphique de tendance. Alors que vos concurrents misent sur le développement durable et la responsabilité sociale, vous continuez avec la même approche de luxe inaccessible des années 90. Les directeurs se regardèrent, surpris par la précision de l'analyse. « Comment avez-vous accès à ces données ?» demanda Paul Rivet, directeur des opérations, un homme d'âge moyen à l'expression méfiante. « Je travaille à la cafétéria du rez-de-chaussée depuis 8 mois. J'observe, j'écoute, je note. J'ai une formation en gestion à l'université de la Sorbonne, avec une spécialisation en comportement du consommateur. J'ai fait mon mémoire sur les entreprises familiales en crise d'identité. » Elle fit une pause, comme Delcourt. Richard étudia le visage de la jeune femme, cherchant des traits de Thérèse. Oui, les mêmes yeux déterminés, le même menton ferme. Il se rappela comment Thérèse avait été licenciée 5 ans auparavant, après avoir remis en question des pratiques douteuses de l'ancien directeur financier, un licenciement qu'il avait lui-même autorisé sous la pression des associés. « Continuez, » dit Richard, ignorant le regard désapprobateur de Claire. Louise montra d'autres graphiques et expliqua sa proposition de restructuration qui incluait un changement radical de positionnement et une stratégie numérique innovante qui réduirait les coûts et augmenterait la portée de la marque. Son temps était écoulé depuis longtemps, mais personne ne l'interrompit. Elle parlait avec passion, connaissance et surtout conviction. Quand elle eut terminé, le silence domina à nouveau la salle. C'est Claire qui le brisa avec un rire sec. « Charmante présentation universitaire, ma chère, mais les vraies entreprises exigent de vraies solutions, pas des théories abstraites d'une serveuse. » Richard, cependant, semblait pensif. « Je vais considérer vos idées, Louise. Pouvez-vous me laisser ces documents ?»« Mieux que ça, » répondit Louise, lui tendant une clé USB. « Voici le plan complet, avec analyse SWOT, projection financière et calendrier de mise en œuvre. » Claire se leva indignée. « Richard, vous ne pouvez pas sérieusement envisager cela.
Richard ignora le commentaire. « Comment puis-je vous contacter ?» Louise lui tendit une carte simple faite maison. « Mon portable et mon email sont là. » Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, Richard demanda « Pourquoi faites-vous cela, Louise? Pourquoi vous souciez-vous de sauver Delcourt ?» Elle se retourna à la porte, les yeux brillant intensément. « Parce que ma mère m'a appris que les injustices doivent être corrigées. Et parce que je crois que les entreprises peuvent être des forces de transformation quand elles sont entre les bonnes mains. » Sur ces mots, elle sortit, laissant derrière elle un groupe de cadres perplexes et un Richard Delcourt intrigué et, pour la première fois depuis des mois, avec une petite étincelle d'espoir. Ce soir-là, dans son petit appartement du quartier de Belleville, Louise raconta à sa mère le plan audacieux qu'elle avait exécuté. « Tu as fait quoi ?» Thérèse faillit renverser la tasse de thé qu'elle tenait. À 52 ans, elle conservait encore la beauté qui avait attiré l'attention de nombreuses personnes dans le passé, mais les rides d'inquiétude étaient visibles sur son visage. « Ma fille, tu as fait irruption dans une réunion du conseil d'administration de Delcourt. Ça a marché, maman. Ils m'ont écouté. Richard t'a reconnu? Oui, quand j'ai mentionné ton nom. Il a semblé bouleversé. » Thérèse soupira profondément. « Louise, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Delcourt n'est pas seulement une entreprise en difficulté. Il y a des intérêts puissants qui veulent qu'elle échoue. C'est exactement pour ça que nous devons aider, maman. Richard n'est peut-être pas parfait, mais au moins il a maintenu les emplois de centaines d'employés quand il aurait pu tout vendre. Jusqu'à me licencier quand j'ai dénoncé des irrégularités, compléta Thérèse avec amertume. Il a été manipulé, j'en suis sûr. Et maintenant, c'est notre chance de le prouver. Thérèse regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu es têtue comme ton père, tu sais ?» Louise sourit en entendant la mention de son père, décédé il y a 10 ans, après une longue période de maladie. « J'ai appris des meilleurs. » Le téléphone de Louise sonna, interrompant la conversation. Un numéro inconnu apparut à l'écran. « Allô ? Louise, c'est Richard Delcourt. Je me demandais, pourriez-vous venir à mon bureau demain à 9 h? Le cœur de Louise s'emballa. « Oui, monsieur, j'y serai. » Quand elle raccrocha, un sourire illumina son visage. « Il veut me voir demain. » Thérèse ferma les yeux un moment. « Sois prudente, ma fille. Tu ne connais pas tous les joueurs sur cet échiquier. » Le lendemain matin, Louise arriva 30 minutes avant l'heure prévue. Vêtue de ses meilleurs vêtements, une jupe crayon bleu marine et un chemisier blanc simple mais élégant, elle attendait nerveusement dans l'antichambre du bureau principal. Quand elle fut finalement annoncée, elle trouva non seulement Richard mais aussi Paul Rivet, le directeur des opérations, et à sa surprise, Marcel Savin, un homme d'environ 70 ans qu'elle reconnut comme le contrôleur qualité le plus ancien de l'entreprise. « Bonjour Louise », la salua Richard lui indiquant une chaise. « Voici Marcel, il est avec nous depuis 40 ans. Il a même connu mon père. »« C'est un plaisir, monsieur Savin », dit Louise tendant la main. Marcel, avec ses cheveux blancs et sa posture légèrement courbée par les années, serra sa main avec une fermeté surprenante. « Le plaisir est pour moi, jeune fille. Richard m'a parlé de votre entrée triomphale d'hier. » Louise rougit légèrement. « Je m'excuse pour cette approche peu conventionnelle. »« Ne vous excusez pas d'avoir du courage, » répondit Marcel avec un sourire bienveillant. « Cette entreprise a été construite par des personnes qui ont osé. » Richard alla droit au but. « J'ai analysé votre plan pendant la nuit, Louise. Il est audacieux, peut-être même téméraire à certains égards, mais il pourrait fonctionner. » Paul ajouta, particulièrement la partie sur la restructuration de l'expérience client. Nous n'avions jamais pensé à mettre en place un système de feedback aussi complet. Et la proposition de repositionnement de la marque comme pionnière du développement durable dans le secteur du luxe est brillante, compléta Marcel. Je considère cela comme un retour aux sources. Antoine Delcourt, le fondateur, s'est toujours préoccupé de l'impact environnemental, même quand personne n'en parlait. Richard observait Louise avec intensité. Cependant, nous ne pouvons pas simplement embaucher une jeune femme sans expérience prouvée pour diriger une transformation de cette ampleur. Le sourire de Louise s'estompa. C'est pourquoi, continua Richard, j'aimerais proposer une période d'essai de 30 jours. Vous travaillerez directement avec moi et Marcel en développant un prototype de votre plan pour le département des accessoires, notre ligne la moins compromise. Si ça fonctionne, nous l'implémenterons dans toute l'entreprise. Les yeux de Louise brillèrent.
J'accepte. Quand est-ce que je commence? Tout de suite, répondit Richard, lui remettant un badge provisoire. Marcel va vous montrer votre espace de travail et vous présenter à l'équipe. Lorsqu'ils quittèrent le bureau, Paul se tourna vers Richard. Vous êtes sûr de cela? Claire va être furieuse. Claire semble très préoccupée par les intérêts des moraux ces derniers temps, répondit Richard pensivement. De plus, qu'avons-nous à perdre? Nous coulons de toute façon. Marcel conduisit Louise à travers les couloirs de l'entreprise, la présentant aux employés qu'il croisait. Des regards curieux la suivaient. La nouvelle de l'intrusion dans la réunion avait déjà largement circulé. « Ne faites pas attention aux chuchotements, » dit Marcel. « Ils s'y habitueront bientôt. Voici votre espace. » C'était un petit bureau avec un bureau, un ordinateur et quelques dossiers. Rien de luxueux, mais pour Louise, cela représentait une opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir si tôt. « Merci, monsieur Savin. Je promets de ne pas vous décevoir. »« Juste Marcel, s'il vous plaît. Et je sais que vous ne décevrez pas. Vous avez les yeux de votre mère. » Louise le regarda, surprise. « Vous connaissiez ma mère? Thérèse? Bien sûr, une des meilleures professionnelles qui soit jamais passée par ici. » Ce qu'ils lui ont fait, il interrompit sa phrase, regardant autour de lui avec prudence. « Eh bien, c'est un sujet pour une autre fois. Maintenant, mettons-nous au travail. » Les premières semaines furent intenses. Louise se plongea à fond dans le projet, analysant des données, interviewant des clients et collaborant avec la petite équipe que Richard avait mise à sa disposition. Marcel devint son mentor informel, partageant des insights précieux sur l'histoire de l'entreprise et sa culture. Cependant, tout n'était pas rose. Claire Vernet s'assurait de compliquer le travail de Louise chaque fois que possible. Des réunions étaient reprogrammées sans préavis, des documents importants disparaissaient et des rumeurs malveillantes sur la nièce intruse circulaient dans les couloirs. La situation empira le jour de la première présentation partielle des résultats. Louise avait méticuleusement préparé une démonstration de la nouvelle application de relations clients, l'une des pièces centrales de sa stratégie. Le conseil d'administration au complet serait présent, y compris 2 actionnaires minoritaires. Quelques minutes avant la présentation, elle découvrit que quelqu'un avait saboté le fichier de diapositive et corrompu la démonstration du prototype. Pâle, elle tentait de récupérer les données pendant que les directeurs s'installaient déjà dans la salle de réunion. « Problème technique ?» demanda Claire, avec un sourire à peine dissimulé en passant près d'elle. Louise sentit son estomac se nouer. Elle ne pourrait pas tout récupérer à temps. C'est alors que Marcel apparut à ses côtés. « J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai une clé USB avec la sauvegarde que vous m'avez envoyée hier. Ce n'est pas la version finale, mais ça fera l'affaire. » Avec soulagement, Louise accepta l'aide. Elle réussit à faire la présentation, bien que sans la démonstration du prototype fonctionnel qu'elle avait prévu. Richard semblait déçu, et les actionnaires, sceptiques. « Je pensais que nous verrions quelque chose de révolutionnaire, pas seulement des diapositives et des théories, » commenta l'un d'eux à la fin. « Le prototype sera prêt la semaine prochaine, » promit Louise, ravalant sa frustration. Quand tout le monde fut parti, elle s'effondra sur une chaise luttant contre les larmes. Richard s'approcha. « Ce n'était pas ce que nous espérions, Louise. Quelqu'un a saboté ma présentation, monsieur Delcourt. Les fichiers ont été délibérément corrompus. » Richard fronça les sourcils. « Accusez-vous quelqu'un de mon équipe? Je constate un fait. Je peux prouver techniquement qu'il y a eu intrusion dans le système. » Avant que Richard ne puisse répondre, Claire entra dans la salle. « Les actionnaires veulent vous parler, Richard. Ils sont préoccupés par la direction de cette expérience. » Richard hésita, regardant de Louise à Claire. « Nous continuerons cette conversation plus tard, » dit-il finalement, suivant Claire dehors. Ce soir-là, Louise raconta tout à sa mère, déchargeant sa frustration et ses doutes. « Peut-être que je ne suis pas prête pour ça, maman. Peut-être que c'est trop prétentieux de penser que je peux sauver une entreprise de cette taille. » Thérèse prit les mains de sa fille. « Louise, tu te souviens de ce que ton père disait toujours? La taille du défi n'a pas d'importance. Seule compte la fermeté de tes pas. Mais quelqu'un sabote délibérément mon travail. Alors cela signifie qu'ils ont peur de toi. » Louise réfléchit aux paroles de sa mère. « Je crois savoir qui est derrière tout ça. Mais j'ai besoin de preuves. Sois prudente, ma fille. Certaines personnes ont beaucoup à perdre si tu réussis. » Le lendemain, Louise arriva tôt à l'entreprise,
déterminée à rattraper le temps perdu. À sa surprise, elle trouva Anne-Béatrice Cardin, la jeune assistante de Claire, en train de fouiller dans son ordinateur. « Que faites-vous ici ?» demanda Louise, bloquant la sortie. Anne-Béatrice, une jeune femme de 27 ans aux airs sophistiqués, parut momentanément déconcertée, mais retrouva vite sa contenance. « Claire m'a demandé de vérifier si les rapports financiers étaient à jour dans le système. »« Sur mon ordinateur personnel, à 7h30 du matin. J'ai l'autorisation d'accéder à tous les terminaux, » répondit Anne-Béatrice avec arrogance. « Je suis l'assistante de la direction financière. Maintenant, excusez-moi. » Louise bloqua à nouveau son passage. « Pas si vite. Allons vérifier. » Cette autorisation avec Richard. Anne-Béatrice pâlit. « Ne dérangez pas Monsieur Delcourt avec des bêtises. Il a des sujets plus importants à traiter, comme l'offre d'achat que le groupe Moreau a augmenté à 40%. » L'information prit Louise par surprise. « Ils ont augmenté l'offre? Quand ?»« Hier soir, » révéla Anne-Béatrice, semblant satisfaite de savoir quelque chose que Louise ignorait. « Claire est en train de convaincre les actionnaires que c'est la meilleure issue. Votre petit jeu touche à sa fin, nièce. » Quand Anne-Béatrice sortit, Louise vérifia immédiatement son ordinateur. Comme elle le soupçonnait, il y avait des signes de copie de fichiers et d'installation d'un logiciel de surveillance. Son intuition était juste. Ils espionnaient son travail. Au lieu de confronter Claire directement, Louise décida de jouer plus intelligemment. Elle demanda l'aide de Jules Martin, un jeune du département informatique avec qui elle s'était liée d'amitié. « J'ai besoin que tu m'aides à monter un piège numérique », expliqua-t-elle. Jules, un jeune homme noir de 30 ans avec des dreads colorés et une intelligence aiguisée, sourit avec enthousiasme. « Compte sur moi. Qu'as-tu en tête ? » « Je veux créer un faux fichier avec une stratégie révolutionnaire. Quelque chose de si attrayant que la personne qui m'espionne ne pourra pas résister. Mais quand il sera ouvert, je veux savoir exactement quand et par qui. Un cheval de Troie inversé. J'aime ça, dit Jules, planifiant déjà l'exécution technique. Pendant ce temps, Marcel menait ses propres investigations. En tant qu'employé le plus ancien, il connaissait tous les recoins de l'entreprise et avait accès à des informations que peu possédaient. C'est lui qui découvrit que Claire avait commencé à travailler chez Delcourt peu après que Georges, Moreau, propriétaire du groupe Moreau, eut divorcé de sa première épouse, qui, coïncidence, était la cousine de Claire. « Le lien a toujours été là, juste sous nos yeux », commenta Marcel en partageant l'information avec Louise. « Alors elle pourrait agir comme informatrice pour les Moreau depuis des années », conclut Louise. « Cela expliquerait pourquoi l'entreprise a commencé à prendre des décisions douteuses exactement quand elle a pris la direction financière. » Le piège numérique ne tarda pas à fonctionner. En moins de 24 heures, le faux fichier fut accédé, depuis l'ordinateur d'Anne-Béatrice, mais en utilisant les identifiants de Claire. « Nous avons la preuve, » dit Jules, montrant les journaux d'accès à Louise. « Et plus encore, j'ai réussi à tracer des emails transférés contenant des informations confidentielles de Delcourt vers un serveur associé au groupe Moreau. Nous devons apporter cela à Richard immédiatement, décida Louise. Mais quand ils allèrent le chercher, ils découvrirent qu'il était parti soudainement pour Lyon. Selon sa secrétaire, il était allé rencontrer des investisseurs potentiels. En réalité, révéla Marcel après avoir passé quelques appels, il est allé rencontrer Edith Delcourt. « Qui est Edith ?» demanda Louise. « Son ex-femme. Ils se sont séparés il y a 8 ans, après qu'elle l'ait trompé avec Georges Moreau. » Louise sentit les pièces du puzzle s'assembler. Alors il existe un lien personnel dans tout ça. Richard pourrait envisager de vendre l'entreprise à l'ex-amant de son ex-femme? Le divorce a été extrêmement amer, expliqua Marcel. Edith a exigé la moitié de l'entreprise, mais a fini par accepter une indemnisation moindre en espèces. Si maintenant elle est impliquée dans la tentative d'achat, cela pourrait expliquer pourquoi Richard semble si réticent à accepter mes idées, conclut Louise. Peut-être qu'il a déjà abandonné l'entreprise depuis longtemps. Les jours suivants furent tendus. Sans Richard présent, Claire prit pratiquement le contrôle, reléguant Louise à des tâches mineures et empêchant son accès à des informations importantes. Mais Louise, Marcel et Jules continuèrent à travailler discrètement, affinant le plan de restructuration et collectant plus de preuves sur l'espionnage d'entreprise. Quand Richard revint enfin,
Il semblait abattu et distant. Il ignora les tentatives de Louise de fixer une réunion, s'enfermant dans son bureau avec Claire et les avocats de l'entreprise. Ce fut Anne-Béatrice, étonnamment, qui chercha Louise à la fin de cette journée. La jeune assistante semblait nerveuse et coupable. « Je dois vous parler », dit-elle, regardant constamment autour d'elle pour s'assurer que personne ne les observait. « Je ne suis plus d'accord avec ce qui se passe. »« De quoi parlez-vous » demanda Louise avec prudence. « Claire, elle n'aide pas seulement les moraux, elle manipule les données financières pour que l'entreprise paraisse moins valorisée qu'elle, ne l'est réellement. C'est de la fraude, chuchota Louise, choquée par la révélation. Oui, et Richard vient d'accepter de mettre l'offre de vente au vote du conseil la semaine prochaine. Si elle est approuvée, des centaines de personnes perdront leur emploi, car le plan des moraux est de démanteler l'entreprise et de vendre ses parties séparément. Louise sentit un frisson parcourir son échine. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» Les yeux d'Anne-Béatrice se remplirent de larmes. « Mon père travaille à l'usine de Lyon depuis 25 ans. Il sera l'un des premiers licenciés si le plan se poursuit. Avez-vous des preuves de la manipulation des données ?» Anne-Béatrice hésita. « J'ai accès au tableur original et à la version falsifiée qui sera présentée au conseil. J'ai besoin de ces documents. Je pourrais perdre mon emploi. Ou pire, des centaines de familles perdront leur source de revenus si nous n'agissons pas, » argumenta Louise. « Y compris celle de votre père. » Anne-Béatrice réfléchit un moment, puis acquiesça. « Je vous les enverrai ce soir. Utilisez un email sécurisé. » Quand Anne-Béatrice s'éloigna, Marcel s'approcha de Louise. Que voulait-elle? « Possiblement nous donner les munitions dont nous avons besoin, » répondit Louise, une nouvelle flamme s'allumant dans ses yeux. « Mais nous devons agir rapidement. » Ce soir-là, comme promis, Anne-Béatrice envoya les documents. La manipulation était claire et significative, actifs sous-évalués, dettes surestimées, projection de croissance intentionnellement pessimiste. Avec ces informations falsifiées, le conseil approuverait certainement la vente de l'entreprise pour une fraction de sa valeur réelle. Louise, Marcel et Jules travaillèrent sans relâche pendant les 2 jours suivants, préparant une présentation qui non seulement démasquerait la fraude, mais démontrerait également comment le plan de restructuration pourrait sauver l'entreprise et augmenter significativement sa valeur marchande. La réunion du conseil était fixée au vendredi à 10 h. Le jeudi soir, alors qu'ils finalisèrent les préparatifs, Thérèse apparut à l'entreprise pour apporter de la nourriture à sa fille qui avait à peine dormi ces derniers jours. « Tu dois te reposer, Louise », insista-t-elle préoccupée par les cernes profonds de sa fille. « Demain, maman, après que tout cela soit terminé. » Thérèse observa les 3 travailler ensemble, sa fille, le vétéran Marcel et le jeune spécialiste en technologie Jules. Elle ressentit un élan de fierté mêlé d'appréhension. « Richard Delcourt sait-il ce que vous avez découvert ?» « Nous avons essayé de lui parler, mais Claire a bloqué tous nos accès, » expliqua Marcel. « Notre seule chance est la réunion du conseil demain. » « Il pourrait ne pas apprécier d'être surpris ainsi, » avertit Thérèse. « Je connais Richard depuis longtemps. Il a un ego fragile derrière cette façade de PDG dur à cuire. »« Nous n'avons pas le choix, maman, » répondit Louise. « Si nous n'agissons pas demain, l'entreprise sera vendue pour un prix dérisoire et des centaines de personnes perdront leur emploi. » Thérèse soupira. « Sois juste prudente. Des personnes comme Claire et les Moreau ne jouent pas franc jeu quand leurs intérêts sont menacés. » Le lendemain matin, Louise arriva à l'entreprise 2 heures avant la réunion. À sa surprise, son badge ne fonctionna pas au tourniquet d'entrée. « Désolé, mademoiselle, » dit le garde de sécurité consultant son ordinateur. « Votre accès a été révoqué hier soir. Il doit y avoir une erreur. J'ai une présentation à faire à la réunion du conseil dans 2 heures. Je suis désolé, mais les ordres viennent directement de la direction. » Désespérée, Louise essaya d'appeler Marcel et Jules, mais aucun des deux ne répondit. Elle envoya des messages urgents, sans réponse. C'était comme si tout conspirait contre elle au moment le plus crucial. C'est alors qu'elle vit Pauline, Olivier, la secrétaire de Richard, arriver au travail. « Pauline !» appela Louise. « J'ai besoin d'entrer. C'est urgent. » Pauline regarda nerveusement le garde de sécurité, puis Louise. « Je ne peux pas vous aider, Louise. J'ai reçu des ordres spécifiques. »« De Richard ?» Pauline hésita. « De Claire. »« Pauline, ils sont sur le point de vendre l'entreprise sur la base de documents frauduleux.
Des centaines de personnes vont perdre leur emploi, y compris vous. » La secrétaire parut en conflit. Après un moment d'indécision, elle murmura « Retrouvez-moi à l'entrée latérale dans 5 minutes. » Exactement 5 minutes plus tard, une porte latérale s'ouvrit et Pauline fit signe à Louise d'entrer rapidement. « Allez à la salle des archives au sous-sol, » instruisit-elle. « Marcel y est. Son accès a également été révoqué, mais il est arrivé avant que l'ordre ne soit mis en œuvre. » « Et Jules ? » ?»« Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. » Louise courut au sous-sol, empruntant les escaliers de service pour éviter d'être vue. Elle trouva Marcel dans la salle des archives, paraissant tendu et préoccupé. « Dieu merci. Vous êtes arrivé, dit-il. Je pensais que vous ne pourriez pas entrer. Pauline m'a aidé. Que se passe-t-il? Claire a découvert notre enquête. Anne-Béatrice a été licenciée hier soir. Fuite d'informations confidentielles, selon la justification officielle. Et Jules? Je n'arrive pas à lui parler depuis hier. Son accès au système a également été bloqué. Louise sentit le désespoir grandir. Sans Jules, nous ne pouvons pas accéder au serveur pour montrer les preuves pendant la réunion. J'ai une copie physique des documents, dit Marcel, montrant un dossier. Mais nous ne pouvons pas faire la présentation complète sans accès numérique. Louise réfléchit rapidement. La réunion commence dans moins d'1 heure. Nous devons atteindre la salle du conseil d'une manière ou d'une autre. Les conseillers vont bientôt commencer à arriver. Nous pouvons essayer d'entrer avec eux, mais Claire a probablement placé des gardes supplémentaires. C'est à ce moment que le téléphone de Louise vibra avec un message. C'était de Jules. « Je suis dehors avec ton ordinateur portable. J'ai un plan B. Retrouve-moi à la cafétéria dans 10 minutes. » Le cœur battant, Louise montra le message à Marcel. « On y va ?» C'est notre seule chance. Ils sortirent prudemment de la salle des archives, évitant les principaux couloirs. En arrivant à la cafétéria du rez-de-chaussée, ils virent Jules assis dans un coin, faisant semblant de boire un café tout en travaillant sur un ordinateur portable. « Que s'est-il passé ?» demanda Louise en le rejoignant. « Ils ont essayé d'entrer par effraction dans mon appartement hier soir, » révéla Jules, montrant une coupure au sourcil. « Heureusement, j'ai un système de sécurité décent. J'ai pu m'échapper par l'arrière avec ton ordinateur portable et les sauvegardes. »« Mon Dieu, Jules !» s'exclama Louise, horrifiée. « Nous devons appeler la police. J'ai déjà fait une déclaration. Mais maintenant, notre priorité est d'empêcher la vente frauduleuse. Comment allons-nous entrer à la réunion? Nos accès ont été bloqués. » Jules sourit, montrant une carte d'identité. « J'ai obtenu ceci grâce à un ami. Je suis le nouveau technicien informatique engagé pour garantir que la présentation de la direction financière se déroule sans problème. »« Brillant, » admira Marcel. « Mais qu'en est-il de nous? » La sécurité sera concentrée sur les entrées principales de la salle de réunion. Mais il y a une entrée de service qui mène à la zone technique, juste derrière l'estrade. Si je peux les distraire pendant quelques minutes, vous pourrez entrer par là. Le plan était risqué, mais il n'avait pas d'alternative. Jules entra en premier, comme le technicien engagé, tandis que Louise et Marcel attendèrent le signal. 15 minutes plus tard, ils reçurent un message. Maintenant, ils se dirigèrent rapidement vers l'entrée de service, utilisant la clé que Jules leur avait laissée. En entrant, ils entendirent la voix de Claire résonner dans la salle de réunion à travers la porte entr'ouverte. Et ainsi, messieurs, les conseillers, comme le montrent ces chiffres, l'offre du groupe Moreau représente la meilleure, peut-être la seule issue pour Delcourt Entreprises en ce moment critique. Louise jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. La salle était pleine. Les 7 membres du conseil, Richard en bout de table, Claire debout présentant des diapositives, et, à sa surprise, Georges Moreau et une femme élégante, qu'elle présuma être Edith, l'ex-femme de Richard. « Un problème avec le système audio ?» demanda Richard, remarquant que Jules manipulait avec insistance les équipements. « Juste des ajustements finaux, monsieur, » répondit Jules. « Presque prêt ?» Louise et Marcel échangèrent des regards. C'était le moment d'agir. « Avant de voter, » dit Richard, « j'aimerais entendre d'autres opinions. Malheureusement, il semble que notre jeune consultante ne soit pas venue aujourd'hui. Comme je l'ai dit, » intervint Claire rapidement, « son expérience n'a pas produit de résultats concrets. Nous devons être pragmatiques. »« Je suis en profond désaccord, » déclara Louise, ouvrant la porte et entrant dans la salle avec Marcel. Tous les regards se tournèrent vers elle. Claire pâlit.
Richard parut momentanément choqué, mais bientôt son expression se transforma en quelque chose entre le soulagement et l'inquiétude. « Comment êtes-vous entré ici ?» exigea Claire. « Sécurité. »« Avant de m'expulser, » dit Louise rapidement. Les conseillers doivent savoir qu'ils sont sur le point d'approuver une vente basée sur des données frauduleuses. Un murmure parcourut la salle. Georges Moreau se leva, visiblement irrité. « C'est de la diffamation. Richard, contrôlez vos employés. » Richard hésita, regardant Louise. « Quelle preuve avez-vous de ces accusations ?» À ce moment, Jules termina son travail sur les équipements. « Système prêt, Louise. » Claire tenta de bloquer l'accès de Louise à l'ordinateur principal, mais Richard l'en empêcha d'un geste ferme. « Laissez-la parler. » Pendant les 20 minutes suivantes, Louise présenta les preuves méticuleusement compilées. Elle montra les documents originaux et les versions falsifiées, soulignant les divergences. Elle expliqua comment des actifs avaient été sous-évalués et des dettes surestimées. Elle démontra avec des graphiques et des projections comment la véritable valeur de l'entreprise était au moins 3 fois supérieure à celle offerte par le groupe Moreau. Et le plus grave, conclut-elle, c'est qu'il existe des emails prouvant que des informations confidentielles de Delcourt ont été systématiquement envoyées au groupe Moreau ces 2 dernières années, leur permettant de structurer une offre artificiellement basse. La salle plongea dans le silence quand Jules projeta les emails à l'écran. Claire, tremblant de colère, cria « C'est une violation de la vie privée, ces documents ont été obtenus illégalement. » En fait, intervint Marcel, ils ont été obtenus lors d'une enquête interne implicitement autorisée lorsque Mademoiselle Martin a été engagée pour évaluer la situation de l'entreprise. Les conseillers chuchotaient entre eux, visiblement troublés par les révélations. Georges Moreau se leva brusquement. « C'est ridicule. Nous sommes venus ici de bonne foi, Richard. Si c'est ainsi que vous menez vos affaires... » « Asseyez-vous, Georges, » ordonna Richard avec une autorité surprenante. Le conseil n'a encore rien décidé. Edith, qui était restée silencieuse jusque-là, s'adressa à Richard. « Tu savais tout cela ?»« Non, » répondit-il, la regardant directement. « Mais toi, tu le savais ?» Son silence fut une réponse suffisante. Richard se tourna vers Louise. « Vous avez mentionné avoir un plan alternatif pour sauver l'entreprise. Pouvez-vous le présenter maintenant ?» Avec une confiance renouvelée, Louise exposa sa vision pour la restructuration de Delcourt Entreprises. Elle expliqua comment l'entreprise pourrait se repositionner sur le marché en se concentrant sur le développement durable et la responsabilité sociale, sans abandonner le luxe qui était sa marque de fabrique. Elle détailla une stratégie numérique innovante qui réduirait les coûts opérationnels de 30% tout en élargissant la portée de la marque. Et enfin, elle présenta des projections financières réalistes qui montraient l'entreprise redevenant rentable en moins d'1 an. Quand elle termina, plusieurs conseillers applaudirent spontanément. Richard regarda chacun d'eux, puis Georges et Edith, qui semblaient maintenant mal à l'aise. « Messieurs les conseillers, je crois que nous avons beaucoup à discuter, dit-il. Je vais demander aux non-membres du conseil de nous laisser seuls pour délibération. » Alors que tout le monde sortait, Richard prit Louise à part. « Pourquoi ? N'êtes-vous pas venu directement à moi avec ces informations ? J'ai essayé, monsieur Delcourt, à plusieurs reprises, mais il y avait toujours quelqu'un qui bloquait mon accès à vous. » Richard acquiesça lentement, la compréhension se formant dans son regard. « Merci pour votre courage, Louise. Indépendamment de la décision du Conseil aujourd'hui, vous avez rendu un grand service à Delcourt. » Les heures suivantes furent une attente angoissante. Louise, Marcel et Jules restèrent ensemble à la cafétéria, spéculant sur ce qui se passait dans la salle du Conseil. « Tu as été incroyable là-dedans, » complimenta Jules. « Nous avons été incroyables, » corrigea Louise. « C'était un travail d'équipe. » Marcel sourit, fier. « Savez-vous ce qui m'a le plus impressionné ? Vous voir affronter Claire, Georges et Edith sans hésiter. Vous m'avez rappelé votre mère, il y a des années, défendant ses principes, même quand cela lui a coûté son emploi. » Louise ressentit une vague d'émotion. « J'espère qu'elle sera fière quand elle saura. »« Elle l'est déjà, » dit une voix derrière eux. C'était Thérèse, qui venait d'arriver. « Pauline m'a appelé pour me raconter ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas être plus fière, ma fille. » Mère et fille s'embrassèrent, tandis que Marcel et Jules observaient avec des sourires émus. C'est à ce moment que Pauline apparut, semblant agitée. « Louise,
Richard vous appelle tous les quatre dans la salle de réunion. Maintenant. » Le cœur battant, ils suivirent Pauline à travers les couloirs maintenant presque vides. En entrant dans la salle de réunion, ils ne trouvèrent que Richard, semblant épuisé, mais avec une lueur déterminée dans les yeux. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » invita-t-il. « Le conseil vient de prendre une décision unanime. » Le silence était palpable alors que tous attendèrent le verdict. « La proposition du groupe Moreau a été rejetée, » annonça finalement Richard. « Et Claire, Vernet a été relevé de ses fonctions, en attente d'une enquête pour espionnage industriel et fraude. » Un soupir collectif de soulagement parcourut le groupe. Louise pouvait à peine croire qu'ils avaient réussi. « Mais ce n'est que le début, » continua Richard. « Le Conseil a également approuvé la mise en œuvre immédiate du plan de restructuration présenté par Mademoiselle Martin, avec un budget initial de 50 millions pour les 6 premiers mois. » Louise haleta, surprise par l'ampleur de l'engagement. Et finalement, Richard regarda directement Thérèse. Le Conseil a publiquement reconnu l'erreur commise il y a 5 ans et a voté pour une indemnisation adéquate à Madame Thérèse Martin, ainsi que des excuses formelles. Thérèse couvrit sa bouche de ses mains, les yeux embués. « Richard, Ne dites rien, Thérèse. J'aurais dû vous faire confiance à l'époque, tout comme j'aurais dû faire confiance à votre fille dès le début de cette crise. Vous avez toutes les deux le même regard déterminé quand vous luttez pour ce en quoi vous croyez. » Richard se tourna alors vers Louise. « Le Conseil a créé un nouveau poste spécialement pour vous, directrice de l'innovation et de la transformation numérique. La direction financière sera temporairement dirigée par un consultant externe jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un de confiance. » Louise pouvait à peine traiter l'information. En quelques semaines, elle était passée de serveuse de cafétéria à directrice d'une des plus grandes entreprises de France. « Monsieur Delcourt, Richard, s'il vous plaît, » sourit-il. « Je pense qu'après aujourd'hui, nous méritons un peu moins de formalités. » Il tendit la main à Louise qui la serra fermement. « Bienvenue officiellement dans la famille Delcourt Entreprises. » L'entreprise avait désespérément besoin de sang neuf et d'idées fraîches. Pour Marcel, Richard offrit une promotion au poste de directeur de la culture organisationnelle, reconnaissant ses 4 décennies de loyauté. Pour Jules, l'opportunité de diriger une nouvelle division de sécurité numérique et technologie. « Et qu'en est-il des Moreau ?» demanda Thérèse. Le visage de Richard se durcit légèrement. « Georges et Edith sont partis d'ici la queue, entre les jambes. Mais ne vous y trompez pas, ils n'abandonneront pas facilement. Nous devrons rester vigilants. »« Nous le serons, » garantit Louise avec conviction. Dans les mois qui suivirent, Delcourt Entreprises connut une transformation profonde, sous la direction partagée de Richard et de son équipe renouvelée. Le plan de Louise fut mis en œuvre avec succès, repositionnant la marque comme pionnière du luxe durable et socialement responsable. La ligne d'accessoires écologiques qu'elle avait proposée comme test devint un phénomène de vente, attirant une nouvelle génération de consommateurs conscients. La présence numérique de l'entreprise s'accrut exponentiellement, l'application de relations clients remportant des prix d'innovation dans le secteur. La valeur des actions de Delcourt tripla en 1 an. Les anciens employés reçurent des primes spéciales et de nouveaux talents furent attirés par la réputation renouvelée de l'entreprise. L'usine de Lyon, qui devait être fermée, reçut de nouveaux investissements et élargit son personnel, incluant le père d'Anne-Béatrice qui fut promu superviseur. Anne-Béatrice, quant à elle, fut réembauchée et commença à travailler directement avec Louise, se révélant être une alliée loyale et compétente. Son courage à révéler les manipulations de Claire, même en risquant son emploi, montra un caractère que l'équipe valorisait. Par un après-midi ensoleillé, 1 an après la fatidique réunion du Conseil, Louise se trouvait dans son nouveau bureau, avec vue sur le jardin du Luxembourg. Elle était en train de réviser les résultats du dernier trimestre, le 3e, consécutif de profit, quand elle reçut une visite inattendue. « Je peux entrer ?» demanda Richard, frappant légèrement à la porte ouverte. « Bien sûr. J'étais justement en train d'analyser les chiffres du trimestre. Nous sommes 12% au-dessus des projections les plus optimistes. » Richard sourit, s'asseyant confortablement dans le fauteuil face au bureau de Louise. « Je ne suis pas surpris. Votre vision pour l'entreprise s'est avérée juste dans chaque aspect. »« C'est un travail d'équipe, » répondit-elle modestement. Tous ont contribué à ce revirement. « Oui, mais c'est vous qui avez eu le courage de faire irruption dans cette salle de réunion il y a 1 an et de dire
« Oncle, je sais comment sauver votre entreprise », rappela-t-il avec un sourire affectueux. Tous deux rirent du souvenir. Louise était devenue presque une véritable nièce pour Richard, qui n'avait pas d'enfant. « En fait, » continua-t-il, son visage devenant plus sérieux, « je suis venu ici pour discuter d'une idée que j'envisage depuis un certain temps. »« Je vous écoute, » dit Louise, intriguée. « Je pense à créer une fondation, la Fondation Delcourt pour l'innovation sociale. Je veux allouer 10% des bénéfices annuels de l'entreprise pour financer de jeunes entrepreneurs de milieux défavorisés, leur donnant le type d'opportunité que vous avez créé pour vous-même. » Les yeux de Louise brillèrent d'enthousiasme. « Richard, c'est merveilleux. Imaginez combien de talents nous découvrirons, combien de vies nous transformerons. » Exactement. Et je veux que vous dirigiez ce projet parallèlement à vos fonctions actuelles. Personne de mieux que vous pour identifier et nourrir ces nouveaux talents. Ce serait un honneur, répondit Louise, sincèrement émue. Quand pouvons-nous commencer? Immédiatement. J'ai déjà réservé une salle à l'étage inférieur pour le siège de la Fondation. Et votre première tâche sera d'organiser un événement de lancement pour dans 1 mois. En quittant le bureau de Louise, Richard rencontra Thérèse dans le couloir. Elle travaillait maintenant comme consultante spéciale en marketing, ramenant son expérience précieuse. « Elle a accepté ?» demanda Thérèse. « Avec enthousiasme, comme vous l'aviez prédit, » répondit Richard. « Votre fille est vraiment extraordinaire. »« Thérèse, je l'ai toujours su. J'espérais juste que le monde le découvre aussi un jour. » Ce soir-là, Louise, Thérèse, Marcel, Jules et Anne-Béatrice se réunirent pour un dîner de célébration dans le nouvel appartement que Louise avait acheté pour elle et sa mère, modeste mais confortable et bien situé. « À la Fondation Delcourt », porta un toast Marcel, levant son verre. « Et à la fille qui a eu l'audace de faire irruption dans une réunion du conseil d'administration », ajouta Jules. Tous rirent et trinquèrent, mais Louise resta pensive. « Qu'y a-t-il, ma fille ?» demanda Thérèse, remarquant son expression. « Je pense à toutes ces personnes talentueuses qui n'ont jamais la chance de montrer leur potentiel. À combien de moi existent là-bas, avec des idées brillantes, mais sans une porte pour entrer ou pour faire irruption. Eh bien maintenant vous êtes en position d'ouvrir ces portes, observa Anne-Béatrice. Oui, acquiesça Louise, ses yeux brillants de détermination, et c'est exactement ce que je compte faire. Dans les semaines suivantes, Louise se plongea dans le projet de la Fondation avec la même passion et le même dévouement qu'elle avait montré pour sauver Delcourt Entreprises. Elle développa des critères de sélection, structura des programmes de mentorat et établit des partenariats avec des universités publiques et des organisations sociales. L'événement de lancement, tenu dans l'auditorium principal de l'entreprise, fut un succès retentissant. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités et, plus important, jeunes de milieux défavorisés de toute la France vinrent témoigner du début d'une initiative qui promettait de transformer des vies. Durant son discours, Louise ne put contenir son émotion en voyant sa mère au premier rang, les yeux embués de fierté. « Il y a un peu plus d'1 an, j'étais serveuse dans une cafétéria avec un diplôme rangé dans un tiroir et des rêves qui semblaient impossibles, dit-elle au public attentif. Aujourd'hui, je suis ici non parce que je suis spéciale, mais parce que j'ai eu l'opportunité de montrer ce dont je suis capable. La Fondation Delcourt existe pour donner cette même opportunité à des milliers de jeunes talentueux qui, comme moi, ont juste besoin d'une porte ouverte ou du courage de faire irruption dans une réunion du conseil d'administration. » L'audience rit et applaudit avec enthousiasme. Richard, assis à côté de Thérèse, se pencha vers elle et chuchota. « Votre fille n'a pas seulement sauvé mon entreprise, elle est en train de changer la façon dont nous faisons des affaires dans ce pays. » Thérèse acquiesça, trop émue pour parler. Après l'événement, une jeune fille d'environ 18 ans aborda Louise timidement. Ses yeux brillaient avec la même détermination que Louise avait 1 an auparavant. « Mademoiselle Martin, je m'appelle Caroline. Je viens d'une cité de Marseille et j'ai une idée pour une application qui pourrait révolutionner l'accès à l'éducation dans les zones défavorisées. Pourriez-vous m'accorder 5 minutes de votre temps ?» Louise sourit, se souvenant vivement d'elle-même face à Richard lors de cette première réunion. « 5 minutes, Caroline, je vais te donner bien plus que ça. Allons parler de ton application tout de suite. » Tandis qu'elle s'éloignait avec la jeune fille pour une conversation plus privée, Louise sentit que le cercle se complétait. D'intruse dans une réunion à mentor de nouveaux talents, son voyage ne faisait que commencer.
Et l'avenir, tant pour Delcourt Entreprises que pour la Fondation, n'avait jamais semblé si prometteur. Fin de l'histoire.